Voilà. Pour cadrer un petit peu le thème de la conférence débat, nous sommes amenés à constater que l'euro a été créé depuis maintenant 20 ans et que nous avons assisté à 10 ans à plusieurs crises, dont la crise des subprimes en 2008, la crise des dettes souveraines et maintenant la crise due à la pandémie de la Covid-19. Les banques centrales, dont la Banque centrale européenne, ont pour rôle de réguler la politique de stabilité des prix en régulant l'inflation pour qu'elle reste à 2% à travers le taux d'intérêt directeur. Mais pour soutenir les États dans toutes ces crises, elles ont dû mener des politiques d'action non conventionnelles à travers le rachat de titres financiers. Ces politiques s'appellent donc le quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif. Nous sommes donc forcés à nous dire que ces changements dans la politique de la Banque centrale sont désormais irréversibles. Et donc nous pouvons nous demander comment les banques centrales pourraient intervenir pour soutenir la transition écologique, mais aussi pour soutenir la crise qui nous attend suite à la pandémie du coronavirus. Je vais commencer par présenter les intervenants du jour. Nous avons donc André Peters. André, vous êtes sociologue de la monnaie, mais vous êtes aussi cadre du secteur financier et certifié en finances publiques. Vous êtes également chercheur chez Etopia, d'où votre présence aujourd'hui, et vous avez écrit le livre « De la dictature financière à la démocratie monétaire ». Nous avons également Bruno Coleman. Bruno Coleman, vous êtes membre de l'Académie royale belge. Vous êtes également professeur chez l'UCL, l'ULB et l'ISEC et CEO de la banque de Degroof Petercam. Et vous en avez notamment écrit un livre qui est paru en juin 2020 qui s'appelle « Hypercapitalisme, le coup d'éclat permanent ». Nous avons aussi la chance d'avoir Aline Farès, qui est conférencière, auteure et militante, qui travaillait auparavant chez le groupe Dexia et qui s'est maintenant reconvertie en écrivant des recherches, des analyses et des études pour l'ONG Finance Watch, mais aussi pour le CADTM. Et donc, Aline, vous avez un blog qui s'appelle alinefarès.net pour se défendre contre la financiarisation du monde. Pour ma part, je m'appelle Joëlle Tétard et je suis chargée de développement et animatrice chez Financité. Nous sommes un mouvement pluraliste et apolitique qui, à travers l'action, la recherche et le développement, a pour but de changer la finance pour une finance plus responsable et plus solidaire afin de contribuer à un monde plus juste et plus humain. Nous le faisons à travers nos activités d'éducation permanente où nous essayons d'encourager et de soutenir des citoyens afin de mener des actions collectives, mais aussi d'avoir une analyse et un sens critique du monde économique et financier qui nous entoure. Nous avons également un pôle de recherche où nous publions des rapports annuels tels que le rapport sur l'investissement socialement responsable ou encore le rapport sur l'inclusion financière. Je vais maintenant cadrer la temporalité de la conférence débat. Elle durera d'1h30 à 1h45 selon les questions-réponses avec le public. Je tiens à préciser qu'elle est enregistrée et diffusée en live Facebook et pour ça je tiens à remercier l'organisation Etopia et les personnes qui sont en régie. Voilà. Et donc nous commencerons par écouter la thèse d'André Peters sur le don monétaire, puis nous passerons à écouter donc l'intervention de Bruno Coleman, qui durera 15 minutes, tout comme la thèse d'André Peters. Nous laisserons Aline Farès réagir à ces deux interventions durant également 15 minutes, puis nous permettrons à André Peters de repréciser certains points clés d'information pendant 5 minutes, et enfin nous aurons une demi-heure de questions-réponses avec le public. Je préciserai à ce moment-là les modalités pour que ces questions soient amenées à la conférence débat. Merci à vous, et donc je laisse André Peters. Donc pour 15 minutes. Bonjour à tous. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier Etopia et Financité d'organiser cet événement. Je voudrais également remercier mes interlocuteurs d'aujourd'hui. C'est un immense honneur pour moi d'être ici avec vous. Et je voudrais également remercier Son Altesse Royale, le Prince Laurent et sa fille d'être présents, ainsi que tout le public qui nous regarde dans la salle, mais aussi en dehors de la salle et dans le monde entier, puisque nous passons par Internet. Donc nous sommes des millions aujourd'hui à parler de ce sujet. Donc le sujet du jour, c'est mettre la politique monétaire, en tout cas la monnaie, au service de la transition écologique. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années déjà. C'est une question. Est-ce qu'on peut mettre la politique monétaire au service de la transition écologique? On peut répondre oui, on peut répondre non. Vous vous en doutez, ma réponse est oui, définitivement oui. Et je mets depuis quelque temps une proposition sur la table qui s'appelle, j'ai décidé de l'appeler le don monétaire. Qu'est-ce que c'est le don monétaire?
Je vais faire une définition technique. Le don monétaire, c'est le don de monnaie de la Banque centrale à l'autorité publique par création monétaire pure, ce qu'on appelle classiquement la planche à billets, sans intermédiaire, sans passer par le monde financier, sans passer par les banques, libre de tout endettement, destiné exclusivement à financer des investissements publics ou à réaliser des actions jugées d'intérêt collectif majeur. Donc, c'est un droit de création monétaire, mais un droit qui est limité, limité à des investissements dans le bien commun, dans le bien public, dans des opérations d'intérêt majeur, comme par exemple l'épidémie que nous vivons aujourd'hui. Il est, de mon point de vue, justifié que la Banque centrale crée de la monnaie et distribue cette monnaie aux États, aux autorités publiques, pour qu'elles puissent mener des actions qui sont nécessaires, indispensables pour sortir de cette crise. Cette proposition de don monétaire vise à compléter le système financier tel qu'il existe aujourd'hui. Elle ne vise pas à le supprimer, elle ne vise pas à le bouleverser, elle vise à le compléter. Et donc, si vous voulez bien, je vais entrer dans les détails de cette proposition. Et pour faire ce débat, l'approche de ce débat, j'ai été confronté à un dilemme, je ne vous le cache pas. De deux choses l'une. Soit je prenais une approche tout à fait cartésienne, une approche rationnelle, avec des slides, des graphiques, des tartes, toutes sortes d'éléments qui auraient pu parler de manière objective, scientifique, à votre cerveau. C'était une façon de faire. C'est la façon que j'ai envisagée a priori, et j'ai une présentation de ce type-là qui est prête. Une autre possibilité, c'était d'avoir une approche plus philosophique, plus morale, plus citoyenne, plus éthique, plus proche des valeurs. J'ai décidé de prendre cette deuxième option, alors que j'ai travaillé très longtemps sur la première option. Et donc ceux qui sont intéressés par les éléments techniques, les éléments financiers, les éléments tout à fait d'analyse, bien, ils peuvent me contacter, ils pourront recevoir cette présentation, je la distribuerai sans difficulté, mais aussi pourront se référer à l'étude que je publierai dans le courant du mois de septembre avec l'aide de Financité. Donc Financité publiera une étude sur le don monétaire, une étude très très fouillée, scientifique, sur cette question. Et donc, avec toutes sortes de paramètres, analyse de toutes sortes de paramètres, l'inflation, la croissance économique, enfin, tous les paramètres macroéconomiques dont on parle d'habitude, déficit public, etc. Donc, mais je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui. J'ai décidé de travailler plus du côté du cœur que du côté du cerveau. Et donc, actuellement, je travaille aussi avec un groupe de réflexion internationale qui s'occupe de des questions monétaires, qui s'appelle les éconologistes. Et ce groupe a publié récemment, enfin est en train de publier un appel, et dont je vais vous lire un petit extrait. Donc le titre de cet appel, c'est « Vers un modèle monétaire au service du bien commun, prendre soin des humains et de la planète ». Je vous lis un petit paragraphe. Dans ce texte, dans cet appel, « Nous appelons donc de toute urgence à refonder notre modèle monétaire, cette institution centrale qui organise notre rapport au monde, nos échanges, nos solidarités, nos relations de pouvoir. Ce système monétaire façonne nos psychologies individuelles et collectives. Nous avons besoin d'un système monétaire pour une société de la préservation, de la régénération et de la résilience. Soumis à la rentabilité financière, aucun de ces objectifs n'est atteignable avec l'outil monétaire actuel. Nous nous accordons pour affirmer qu'il est temps de mettre en place une architecture financière complémentaire à travers une création monétaire déconnectée d'une dette financière, mais connectée à ses objectifs. Nous appelons donc à ouvrir un débat démocratique sur la question « Quel modèle monétaire voulons-nous » Cet appel, aujourd'hui, est un appel international qui est véhiculé aujourd'hui au Canada
en France, en Suisse, en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, donc les pays francophones, et connaît aujourd'hui un développement aux États-Unis. Donc cet appel est soutenu par de nombreux économistes, des physiciens, philosophes, sociologues, dirigeants d'entreprises, professeurs d'université, agriculteurs, comédiens, auteurs, artistes, dirigeants d'ONG, avocats, juristes, qui aujourd'hui se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système monétaire. Et donc, j'ai donc choisi de partir sur cette option-là et de vous parler de cet appel. Cet appel contient deux dimensions importantes. Un, c'est l'aspect démocratique. C'est-à-dire que nous pensons que c'est à la population, par des moyens divers, à réfléchir, à définir le système monétaire dont nous avons envie. Je ne crois pas que la population ait jamais été consultée sur le système monétaire qu'elle a envie. Et deuxième élément important dans cet appel, c'est le non-recours à l'endettement, c'est-à-dire à la création monétaire sans endettement. En fait, nous identifions l'endettement comme étant effectivement la cause de nos soucis aujourd'hui. Je vais prendre mes pages à l'endroit. Donc en fait, la logique de l'endettement pour la création monétaire nécessite la rentabilité financière et ne permet pas la régénération de l'environnement. Tout simplement parce que pour rembourser une dette, il faut de la croissance économique, nécessairement, par définition. Et l'histoire du développement économique, l'histoire de notre développement ces 3 derniers siècles, c'est la révolution industrielle liée à la révolution du crédit. Les deux éléments se sont développés en parallèle. La révolution industrielle et le développement de l'économie n'étaient possibles que par le développement du crédit. Avec beaucoup d'avantages, nous vivons comme jamais l'humanité n'a vécu dans le passé. Notre niveau de vie est absolument extraordinaire, mais nous payons aujourd'hui les conséquences de ce niveau de vie. La Terre est en voie est occupée à brûler, est occupée à être détruite. Et donc, recourir à l'endettement pour réparer l'environnement, pour pouvoir opérer une transition écologique, n'a pas de sens. Autrement dit, puisqu'il faudrait une croissance économique, il faudrait donc exploiter plus l'environnement pour réparer l'environnement. Et donc, il faudrait faire des trous pour réparer des trous. Il faudrait faire des trous de plus en plus grands pour réparer les trous précédents. Et donc, quelque part, c'est bien la logique du système économique dans lequel on vit aujourd'hui, dans lequel il faut toujours avoir de la croissance. Et donc, je voudrais ici citer un de mes amis, Jean-Christophe Duval, qui a une petite phrase qui, je trouve absolument magnifique. Il faut faire des trous pour boucher des trous. Ça n'a aucun sens. Et donc, ce que l'on propose, c'est tout simplement, c'est de faire le chemin inverse. C'est de dire, mais mettons la finance, la création monétaire, au profit du fait de boucher ces trous, de réparer l'environnement, plutôt que d'avoir un schéma qui part de la finance, qui permet éventuellement de réparer l'environnement, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire, prenons l'outil monétaire, créons de la monnaie, mettons cette monnaie au service de la réparation de la terre, au service du bien commun, et évidemment, avec tout ce que ça comporte comme création d'emplois, de réparation du patrimoine, etc., pour pouvoir avancer. André, je m'excuse, mais il reste 5 minutes. 5 minutes, OK. Et donc, nous avons besoin, pour cela, de modifier notre structure institutionnelle. Nous devons donner le droit à la Banque centrale de financer, via les représentations politiques, via les parlements, via les gouvernements, etc. Pas la Banque centrale en tant que telle, qui n'est pas une autorité élue. Nous devons donner donc le droit à la Banque centrale d'émettre de la monnaie, la donner aux autorités politiques pour des programmes de régénération de nos sociétés, de l'environnement, de la biodiversité, et ce, sans endettement. C'est là la proposition de don monétaire. Je voudrais maintenant aborder le fondement moral de ce don monétaire. En définitive, si on voit que notre objectif est un objectif de bien commun, de restauration du bien public, on peut se poser la question de savoir s'il est réellement moral de recourir à l'endettement.
C'est-à-dire, si on fait de l'endettement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui bénéficie d'un revenu d'intérêt financier. Or, la monnaie, on peut la créer par simple décret. Et donc, quelque part, on peut se poser la question de savoir s'il est normal, légitime, moral, que certaines personnes bénéficient de revenus de la réparation de la terre. C'est une question que je vous pose. Et enfin, pour terminer, je voudrais prendre une citation de Francis Blanche, donc un humoriste bien connu, qui m'a été communiquée par un ami économiste français il y a quelques jours. Cette citation est la suivante. « Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. » Merci André Peters pour cette intervention et pour avoir respecté le timing. Nous allons désormais laisser 15 minutes à Bruno Coleman pour y répondre. Voilà, tout d'abord, Monseigneur, permettez-moi à mon tour de vous exprimer l'honneur de votre présence. Parler monnaie, c'est parler de quelque chose de très compliqué parce que c'est un phénomène qui est insaisissable. En fait, Hariri, le philosophe israélien, disait que l'humain avait créé deux mythes, Dieu et la monnaie. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé Dieu. Et la monnaie elle-même, c'est une somme d'attributs de confiance. C'est un état d'apesanteur, de conviction collective qui conduit à dire qu'un billet, qui n'existe pas à l'état naturel, permet d'acheter une certaine quantité de biens ou d'attribuer un certain pouvoir d'achat. Mais la monnaie en tant que telle n'existe pas. Et c'est tellement vrai que depuis les premiers signes monétaires, il y a de nombreuses théories monétaires. Certaines théories faisaient la promotion de monnaies uniquement imprimées par les banques centrales, avec l'attribut de la confiance publique, de l'attribut régalien de battre monnaie. D'autres étaient en faveur d'une monnaie créée par les banques commerciales, c'est-à-dire par le flux monétaire. Aujourd'hui, on a un système dual. La monnaie est créée par la banque centrale, mais aussi par le flux monétaire, par ce qu'on appelle en économie le multiplicateur du crédit. Et donc, voilà, de nombreuses théories ont été commises. Quand on voit la monnaie, l'histoire de la monnaie, on doit aussi se rendre compte que pendant très longtemps, la monnaie a été valeur, jusqu'à devenir maintenant représentation de valeur. C'est-à-dire que la monnaie, c'était de l'or, de l'argent, des coquillages, du bétail, des esclaves. Et progressivement, la monnaie s'est transformée en une optique qui consiste à dire qu'on représente la valeur sous-jacente par un bien qu'on espère infalsifiable. Mais de manière plus importante, la monnaie, c'est un rapport de force sociopolitique. Pourquoi ? Parce que, et vous l'avez dit très justement, la monnaie était en fait créée, a été déployée lors de la révolution industrielle. On est passé à l'époque d'un système féodal à un système de prolétariat. Dans un système féodal, eh bien, le paysan vivait de son travail, il n'avait pas besoin de monnaie. Dans un système de prolétariat, on l'a payé pour sa force de travail. Et concomitamment, il a fallu concentrer de la monnaie, c'est-à-dire du capital, pour construire des manufactures et des usines. Et à partir de ce moment-là, la monnaie a joué un rôle d'équilibrage, de déséquilibrage social, c'est un rapport de force. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ce rapport de force ? Parce que, par un exemple très tendu, c'est-à-dire si une monnaie visait uniquement à protéger le pouvoir d'achat, ce serait une monnaie qu'on pourrait et qu'on devrait thésauriser, comme de l'or. Mais alors une monnaie qu'on thésaurise incessamment n'est pas utilisée pour des flux de transactions et conduit à la perte d'emploi et à la déflation. Et inversement, une monnaie qu'on ne peut pas thésauriser, une monnaie qui brûlerait les doigts, qu'on devrait absolument utiliser pour la consommation, perdrait très rapidement de son pouvoir d'achat puisque la thésaurisation ne serait pas possible, mais favoriserait les échanges et donc l'emploi. Donc une monnaie, on va dire, de thésaurisation favorise le capital, une monnaie de transaction favorise le travail. Et d'ailleurs, il faut noter que maintenant, la Banque centrale, vous l'avez dit, est entrée dans une logique qui conduit à s'échapper progressivement d'une idée de l'euro, en tout cas si on s'intéresse à la zone euro, à l'idée d'un euro de thésaurisation pour, par la création monétaire, stimuler l'emploi, et je crois que c'est une étape importante. Un mot sur l'euro. Alors, il y a l'euro, selon qu'on soit géologue, géographe, psychiatre, sociologue, ou historien, chacun aura son histoire différente. Et finalement, quand je tire la synthèse, en tout cas ma synthèse de l'euro, je me rends compte qu'on a créé une monnaie qui, au-delà du fait que les attributs d'une monnaie comme les finances fédérales ou confédérales ne sont pas là,
on a créé une monnaie en fait qui est atypique pour l'Europe. Alors je m'explique. Dans le système néocapitaliste essentiellement américain, tout est fondé sur la mobilité du travail. Les humains, les ménages, comme on dit en économie, bénéficient d'une très faible protection sociale. Ils ne la recherchent pas, on ne leur donne pas non plus. Et donc, l'humain s'adapte en permanence aux gisements de croissance qui sont disséminés par le capital. Et ce modèle de mobilité est très particulier parce qu'il est insécurisant, évidemment. Il est volatile, un peu comme un cours de bourse. En Europe, quand on a créé l'Europe en 92, ça fait bientôt 30 ans que le traité de Maastricht a été signé, c'était en février 92, on a créé une monnaie qu'on a voulu néolibérale. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée que la monnaie serait fondée sur la libre circulation des capitaux et des hommes. Mais ce n'est pas parce qu'on peut bénéficier de cette mobilité qu'on peut circuler, je parle des hommes, qu'on circule. Parce qu'en Europe, on a un système singulier de pays avec des inflexions géographiques, historiques, linguistiques, religieuses très différentes. Mais donc, on a émis un postulat, donc quelque chose qui ne se démontre pas, partant de l'idée que la monnaie allait entraîner la mobilité du travail, comme aux États-Unis. Donc en fait, sans qu'on l'ait dit, mais je le dis, l'euro était un choix qui s'est parfaitement inscrit dans la vague néolibérale américaine. Et donc on est parti de l'idée que comme la monnaie s'imposait, cet attribut de confiance s'imposait, ben les humains commençaient à bouger, changer de pays à pays, et donc on allait en fait déstructurer l'économie au travers de l'étalon monétaire commun. Et c'est là qu'on a une contradiction, parce que l'Europe a été fondée avec des gradients un peu différents, bien sûr, mais sur la notion d'État-providence. L'État-providence, une vieille notion qui a été initiée par Bismarck à la fin du 19e, c'était Beveridge, dans les années 40, un économiste anglais qui l'a déployé, mais ça part de l'idée que en fait, l'État est là, du berceau au tombeau, comme on dit, dans un rapport au terme duquel on est d'abord bénéficiaire de l'aide de l'État quand on est jeune, par l'enseignement, par le combat contre la pauvreté, par l'éducation, qu'on contribue ensuite à l'État quand on travaille et qu'on reçoit de la part de l'État des pensions quand on quitte la vie professionnelle. Mais il est évident que la notion d'État-providence, et de nouveau, il y a des gradients différents, la notion d'État-providence épouse, stimule, découle de l'immobilité du travail. Parce qu'on ne peut pas avoir un État-providence et une relation de débiteur et de créditeur à l'État au long d'une vie si on commence à naître dans un pays, travailler dans un autre et prendre sa pension dans le troisième. Je simplifie. Et donc ça veut dire que quand on a créé l'euro, on a créé un modèle d'espoir ou de postulat de mobilité du travail, alors que l'État-providence, qui est le modèle dans lequel on vit toujours maintenant, est exactement aux antipodes de ce système. Et donc ça crée une collision. Ça crée une collision idéologique. Et c'est pour ça qu'on a vu cette collision s'exprimer lors, non pas de la crise des subprimes, mais de la crise des dettes publiques. On aurait dû évidemment imprimer de la monnaie. On le fait maintenant. On aurait dû évidemment acheter les dettes publiques, faire circuler la monnaie. Mais comme cette idée était en fait une idée qui aurait érodé, selon les Allemands, la confiance dans l'économie, on a une contradiction. Les États ont dû renforcer leur État-providence parce qu'il y avait une crise. Les États doivent renforcer aujourd'hui leur notion d'État providentiel parce qu'on a une très très grave crise aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, certains pays n'ont pas voulu que la monnaie s'adapte à ces circonstances. Et donc ont empêché la monnaie de devenir, comme aux États-Unis, instrumentale pour gérer la crise. C'est ça l'histoire. Et donc on a perdu 7 à 8 ans, entre, je vais dire, 2008 et 2013-14, avant de comprendre qu'il fallait instrumentaliser la monnaie et mettre la monnaie au service de l'État-providence, qui est le système politique dans lequel on est maintenant, plutôt que de demander aux humains de se déplacer en pleine crise. Et c'est tellement vrai que lors de la grande crise des dettes publiques, on a inventé la notion de dévaluation interne. On a dit à certains pays, vous savez, comme vous ne pouvez pas dévaluer votre monnaie, puisqu'elle n'existe pas, eh bien, dévaluez-vous vous-même. C'est-à-dire diminuer le coût du travail. Ça, évidemment, fait effondrer la consommation intérieure. Tout ça, c'était des fadaises, d'invraisemblables fadaises. Aujourd'hui, je pense qu'on a compris. C'est-à-dire la sévérité du choc et le besoin de protection de l'État, État qui, incidemment, relance l'économie privée, il ne faut quand même pas l'oublier, par l'endettement public, eh bien, cette idée de relance par l'État est épousée par la Banque centrale européenne, qui fait tourner la planche à billets et donc qui crée de la monnaie
pour fluidifier le circuit économique. C'est ce qu'il fallait faire. Incidemment, c'est ce qu'on aurait dû faire en 2011 et 2013. Moi, j'ai consacré moult ouvrages. Enfin bon, on a parfois raison trop tôt. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va rentrer dans un cycle très différent. L'État va devenir de plus en plus important, c'est normal, et c'est même souhaitable. La monnaie va être, je crois, utilisée pour relancer la machine économique. Alors, est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave. On vit dans un contexte d'inflation quasiment nul. D'ailleurs, nous sommes en quasi-déflation, en situation, on est loin du plein emploi. La population est vieillissante, et on sait qu'une population vieillissante épargne trop, ne consomme pas assez, et trop de consommation peut créer de l'inflation. Et toutes les dettes publiques qui sont maintenant achetées par les banques centrales sont définitivement diluées dans le bilan de ces banques centrales. Quand les emprunts achetés par les banques centrales pour créer de la monnaie seront arrivés à échéance, on les remplace par d'autres et à l'infini. Donc ces dettes, en fait, n'existent plus. C'est comme un cachet d'aspirine, il a disparu dans l'eau et c'est très bien comme ça. Donc ce n'est pas grave. Et puis si un jour il y a un peu d'inflation, on verra bien ce qu'il faut faire. Donc je crois que la monnaie maintenant est bien utilisée, mais que d'années perdues. Et en fait, finalement, on reste encore dans cette logique idéologique d'une monnaie qu'on veut forte, allemande, ou allemande, on parle des pays maintenant frugaux, enfin, ou des pays protestants, c'est comme on veut. Mais je crois que cette crise récente a fissuré cette espèce de mur idéologique, et je crois qu'il faut s'en féliciter. Et puis au-delà de ça, on verra bien. Je pense que l'euro va survivre. Parce que si on voit, que les populations voient que l'euro est utilisé pour être imprimé et pour faire tourner la machine économique, ça va le rendre d'autant plus crédible. Incidemment, plus on crée d'euros, moins on peut s'en échapper, parce qu'un bien abondant s'impose. Et puis, ça veut dire aussi que les États vont pouvoir s'endetter pour mettre en œuvre des investissements productifs, financés par l'endettement, endettement lui-même acheté par les banques centrales qui imprimeront de la monnaie. Et donc, alors c'est une économie très différente de ce qu'on a voulu peut-être pendant des années, mais c'est une logique qui est intéressante, parce que ça veut dire que la création monétaire va pouvoir créer de l'emploi au travers de l'investissement productif. Voilà, ça c'est un peu la vision que moi j'ai. Et donc, ça veut dire aussi qu'en termes de rapports sociaux, parce que je reviens à mon idée, puisque la monnaie, en fait, exprime un rapport social entre le capital et le travail. C'est ça. D'ailleurs, si vous voulez bien comprendre intellectuellement la monnaie, je pense, et je sais que ça fait hurler certains dans ma profession, mais on peut aussi lire cet auteur comme économiste et pas comme politique, encore que les deux sont liés. Le seul qui, je crois, a bien compris le phénomène monétaire, et un peu comme un architecte a tout écrit sur un plan en décomposant tous les flux monétaires, c'est Karl Marx. C'est le seul qui a exprimé la monnaie. Quand on lit Karl Marx, c'est comme un plan d'architecte où un géomètre expert, on suit les circuits, indépendamment de l'inflexion politique et idéologique qu'on peut avoir, mais on comprend la monnaie. On comprend quand la monnaie est active, quand la monnaie meurt, quand elle se thésaurise, on comprend parfaitement les choses. Eh bien, je pense qu'en termes, et donc Marx avait très bien exprimé les choses, je pense qu'en termes idéologiques, on va progressivement passer d'une monnaie de protection du capital à une monnaie de stimulation de l'emploi. Et c'est sans doute ça, et je terminerai sur ça, la plus grande erreur conceptuelle de l'euro, c'est que l'euro a été fondé comme une monnaie absolue, non pas relative, dont la seule contrainte est qu'on ne peut pas dépasser 2% d'inflation. Mais est-ce qu'on a déjà vu une monnaie qui est définie par elle-même et par son propre taux d'inflation, sa propre dépréciation monétaire? Ça n'a aucun sens. Ça montre bien que l'euro était une monnaie fondée pour la thésaurisation. C'est-à-dire, je la fais courte, que si quelqu'un a thésaurisé des euros, même dans un coffre, il était plus ou moins certain que la dépréciation monétaire, que l'érosion monétaire du billet, que sa perte de pouvoir d'achat n'avait pas dépassé 2% par an. Mais si on avait dit à l'époque, non, comme aux États-Unis, dont on a pourtant emprunté le modèle, où là-bas la monnaie est agnostique, la monnaie elle sert à lancer l'économie, on voit bien Trump qui le fait maintenant. Si on avait dit, la monnaie est là pour stimuler l'emploi, la croissance, dans le contrôle bien sûr de l'inflation, on aurait eu une logique complètement différente. C'est-à-dire qu'on ne serait pas embêté à monter les taux d'intérêt, à ne pas créer de monnaie parce qu'on avait peur de l'inflation, qui n'est d'ailleurs jamais venue. On aurait utilisé plus rapidement l'herbe monétaire pour relancer l'économie. Et quand je dis qu'on a perdu 7-8 ans entre 2008, crise des subprimes, et 2013-14, moment à partir duquel on a commencé à imprimer de la monnaie pour relancer l'économie, on a perdu ces 7 ans. Mais quand on perd 7 ans en économie, on les perd à jamais. Hein. Ce n'est pas comme si les années revenaient. Voilà, donc voilà, je crois que maintenant,
il y a un basculement idéologique qui est en train d'être commis, et il faut s'en féliciter. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Merci Bruno Coleman pour cette intervention et aussi pour le respect du timing. Nous allons à présent écouter Aline Farès. Merci. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais réagir, mais je voudrais d'abord commencer par amener la question de comment sont posés les termes du débat, les termes, pas forcément de ce débat-ci, mais les termes de la question par rapport au financement de la transition, puisqu'on est quand même dans une assemblée a priori écologiste. Comment est-ce qu'on finance cette transition? Et en fait, il me semble que bien souvent, c'est amené comme si on manque d'argent, quoi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de capital, il n'y a rien de disponible, ou alors l'argent n'arrive pas. Et mon analyse de la situation, enfin, qui est pas seulement la mienne d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup trop d'argent. Il y a beaucoup trop de capital, en fait. Il y a une pression, d'ailleurs, du capital qui est hallucinante sur le vivant, sur les espaces, sur les forêts, sur les terres agricoles, sur les individus, sur les humains, sur le monde animal, etc. Donc c'est une pression du capital qui est immense, qui fait vraiment crever la planète sur laquelle on vit, en tout cas la biosphère, quoi. Et c'est une présence oppressante qui exige des rendements en permanence, qui se manifestent sous forme d'intérêts, donc les intérêts qu'on paye sur la dette, qui se manifestent sous forme de dividendes. Les dividendes qui sont extraits par les propriétaires des entreprises, des actionnaires, à partir des profits qui sont générés par l'activité productive. C'est de l'argent, du capital qui est accumulé par des plus-values, donc à attendre que les valeurs montent. Dans l'immobilier, par exemple, on le voit tout le temps. Et en attendant cette pression immense qui est exercée par tout ce capital, il empêche la transition, en fait. Parce qu'il y a vraiment cette omniprésence de cette logique, cette omniprésence de ce capital à la recherche de débouchés, à la recherche de rendement, qui empêche qu'il y ait une place pour tous ces investissements ou tous ces possibles dont on a besoin et qui ne sont pas rentables, qui sont pas... parce que la transition ne pourra pas être rentable. Enfin, c'est un non-sens, en fait, c'est un contresens. Si on prend par exemple l'exemple de l'agriculture, aujourd'hui, beaucoup de gens répètent qu'il est nécessaire d'entamer sérieusement une transition agricole vers un modèle qui soit plus proche de l'agroécologie pour sortir de l'agro-industrie, en fait, tout l'agro-business, la surmécanisation de l'agriculture, le surendettement des agriculteurs qui, d'ailleurs, ne vivent pas de leur travail pour l'essentiel d'entre eux, la malbouffe, etc., etc. Enfin. Mais pour opérer une transition agroécologique, il y a des nécessités par lesquelles il faut passer. C'est que, d'une part, il va falloir libérer le monde agricole de cette dette qui les empêche de sortir de ce modèle ultra mécanisé, qui utilise beaucoup d'intrants chimiques, etc., etc. Ces gens s'endettent pour pouvoir payer tout ce matériel, pour pouvoir grandir les surfaces, pour pouvoir acheter plus de terres, pour pouvoir obtenir plus de subventions, etc. Enfin, c'est un truc sans fin. Si on ne libère pas le monde agricole de cette dette, bon, et par ailleurs, il y a le sujet du prix de la terre. La terre agricole est extrêmement chère, et donc pour toute personne qui veut engager une transition agroécologique, il y a le problème de l'accès à la terre. Et aujourd'hui, on voit plutôt un mouvement inverse de concentration de la terre entre les mains de gros propriétaires terriens, de personnes qui sont à la tête de capitaux importants, etc., etc. Donc cette concentration de capital, cette masse de capital est plutôt de nature à empêcher une transition qu'à être une possibilité, en fait, de mieux faire.
Pardon, excusez-moi, j'ai ce truc qui sonne. Ça doit être une alarme qui date. Et donc, en fait, quand on parle de réparation de la terre, je crois que ce qu'on doit viser, c'est un retrait du capital. C'est une diminution de cette pression immense que le capital et toutes ces logiques qui calculent imposent aux vivants. Alors ici, la proposition de don monétaire, elle propose d'ajouter de la monnaie. Alors, bon, il y a plusieurs propositions qui existent sur de la création monétaire supplémentaire. Il est vrai que là, ce n'est pas de la création par de la dette, qui est proposée par André Peters. Il y a une proposition de ce type qui existe, sur laquelle on est quelques-unes à avoir émis des critiques. Là, on est sur du don monétaire. Mais il n'empêche que moi, ma première réaction quand j'ai vu cette proposition, c'était mais pourquoi est-ce qu'on veut encore rajouter de la monnaie? Pourquoi est-ce qu'on a besoin encore de rajouter de l'argent? D'autant plus que si on ne change pas la tuyauterie, en fait, la fameuse tuyauterie de la circulation de la monnaie, l'argent, il va arriver au même endroit que d'habitude. Aujourd'hui, la création monétaire à laquelle Bruno Coleman faisait référence tout à l'heure, qui a été relancée depuis 2013 avec tous ces assouplissements quantitatifs de la Banque Centrale Européenne, etc., c'est une création monétaire massive. Je le disais il n'y a pas très longtemps qu'il y avait une augmentation de la masse monétaire de 20-30% par an depuis le début du quantitative easing. Enfin, c'est délirant, en fait. Mais on n'en voit pas la couleur. Et pourquoi? Très simplement parce que c'est une création monétaire qui passe par le circuit financier, qui passe par les banques, que ces banques sont essentiellement des très grandes banques multinationales, des géants financiers en fait, qui opèrent toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire que cet argent va pour financer ce qui grandit, ce qui produit du rendement, ce qui produit de l'intérêt, etc., etc. Et c'est quoi ces activités qui produisent du rendement, de la croissance, etc. Ben c'est les mêmes activités qui rasent les forêts, qui vident les océans. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez l'histoire. Et donc ma première réaction, c'était mais non, en fait, il faut réduire la pression, on ne peut pas rajouter de la monnaie. Et puis la deuxième, c'est mais qui va distribuer? Parce que c'est vrai que ça peut être assez séduisant. On se dit, bon, ben, on n'a pas d'argent, on n'a pas de quoi financer la transition. Par exemple, on voudrait racheter les terres agricoles qu'on n'a pas, qui sont aux gros industriels à côté, ou bien toutes ces agriculteurs qui doivent céder leurs fermes et qui n'ont pas de repreneurs à part des gros industriels ou des gros investisseurs qui font de la concentration de terre et de capital. Bon. On aimerait bien acheter cette terre à la main. En fait, si on rajoute de l'argent, on va contribuer à une augmentation de tous ces prix, à un renchérissement de l'accès à la terre. Enfin, il me semble qu'on ne sort pas de la logique, mais bon. Je voulais aller vers la question de qui distribue. On n'est pas ici dans la proposition qui a été décrite sur une distribution qui passe par les banques privées. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Ce serait une distribution qui passerait par les pouvoirs publics. Bon. Se pose la question, mais là j'ai surtout posé des questions, parce que se pose la question de à travers quel réseau du coup? À travers quel réseau de distribution est-ce qu'on va passer? Parce que on l'avait vu pour des propositions comme le pacte finance-climat. Bon, l'idée c'était de faire de la création monétaire massive pour financer des projets publics ou publics-privés d'ailleurs, de transition qui soient très concentrés ou très décentralisés. Mais il fallait passer par les banques. Or, les banques, elles sont principalement, comme je les ai décrites, c'est-à-dire des très grosses banques qui vont pour la maximisation du profit, etc. etc. Donc à travers quel réseau? Ce serait contrôlé par qui? On est dans un pays ici en Belgique ou en France où il n'y a pas d'institution publique, bancaire, qui peut opérer une distribution d'argent. Donc voilà, c'est une question. Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir un accès populaire aux décisions qui sont prises par ces institutions qui distribuent? Quels seraient les critères qui seraient mis sur la distribution? Quels projets seraient financés? Parce que bon, quand on parle de gros montants, alors on le voit dans la logique capitaliste, mais ça peut être le cas aussi dans une logique étatique, hein, sans aucun problème. On prend des gros montants, on veut des gros projets, on fait des méga barrages, on fait des centrales solaires au milieu du désert, etc. Enfin, on crée tout un tas d'aberrations au niveau écologique.
enfin, pour ce qui est de l'énergie, c'est plutôt, il me semble, de ce que disent en tout cas les personnes qui travaillent sur ces sujets-là, une décentralisation qu'il faut viser. Donc, du coup, si décentralisation il y a, alors je vois que ça aussi devant moi, mais effectivement, il y a des projets qui doivent être... Mais on ne peut pas passer que par des gros projets, on est d'accord. Il y a toute une phase de décentralisation, et donc, pour ça, il faut arriver jusqu'à cet endroit un petit village qui veut construire un moyen de produire de l'énergie pour un usage local. Et décider de quel type d'énergie ce groupe de personnes a besoin. Donc tout ça, ça pose la question de l'échelle. Et puis ça pose la question de la décentralisation des décisions. Alors, une autre question moi, que ça me pose, cette idée de don monétaire qui viendrait de la Banque Centrale Européenne, c'est que du coup, on viendrait à confier cette création monétaire à une institution qui, je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui soient plus éloignés de nous que la Banque Centrale Européenne, quoi. Plus éloignés en termes de symboles, de notre capacité à comprendre ce qu'ils racontent, de proximité même sociale, la capacité de ces gens qui sont à la tête de ces institutions de comprendre les enjeux qui nous traversent, de proximité démocratique. Enfin, il n'y a pas moins démocratique presque que la Banque Centrale Européenne en ce moment. Enfin bon, on est là en train de parler d'une institution qui est hyper loin de nous. Il me reste quelques minutes ou pas ? Merci. Et dans laquelle on n'a pas confiance. Enfin, beaucoup de la population s'est plusieurs fois exprimée par rapport à la Banque Centrale Européenne. Pas de confiance, pas de contrôle. Donc je m'interroge sur la pertinence de passer par là. Et du coup, j'aimerais amener quelques autres possibilités. En gros, pourquoi pas regarder vers des outils qui existent et qui sont plus prometteurs en termes de justice sociale, il me semble. Alors, un premier outil, c'est pas, ça va plutôt dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, de diminuer la pression, c'est la possibilité d'annuler les dettes illégitimes. Les États, les régions, les communes, les individus croulent sous des masses de dettes qui ne sont pas légitimes. Il y a tout un tas d'analyses qui ont été produites par notamment le CADTM, qui est une organisation qui est basée pas loin d'ici d'ailleurs, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, sur le sujet des dettes illégitimes, de la nécessité de faire des audits des dettes et d'annuler une partie des dettes, en tout cas les dettes qui sont illégitimes. En annulant des dettes illégitimes, si on pense en termes de compte public, si on annule des dettes, on annule la nécessité de rembourser, de payer les intérêts de ces dettes, qui sont un poids immense sur les budgets publics. Et pendant qu'on paye le remboursement de la dette, pendant qu'on paye les intérêts de la dette, plus spécifiquement, pendant qu'on paye les intérêts de la dette, on ne paye pas... on a autant d'argent en fait, qui n'est pas disponible pour tous ces objectifs sociaux, de transition écologique, etc. etc. Donc ça, c'est un premier outil. Ça peut aussi se produire à d'autres endroits. Enfin là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la crise liée à la pandémie de coronavirus, parce que bon, y a eu des mesures là de nouveau. On nous a sorti la Banque centrale 750 milliards d'euros. C'était déjà dès le mois de mars. La Banque centrale va sortir 750 milliards d'euros pour nous sauver de la crise économique et sociale qui est provoquée par la pandémie et par le confinement. Super. Les 750 milliards, en fait, ils sont passés de nouveau par les mêmes circuits. Et donc, en gros, ils bénéficient plutôt à des entreprises, à des individus qui étaient dans une situation qui était plutôt confortable déjà au départ. On aurait pu tout à fait penser les choses autrement, et on peut toujours le faire d'ailleurs. À partir du moment où il y a des particuliers qui n'ont pas les moyens de payer leur loyer parce qu'ils n'ont plus de revenus, ou presque plus de revenus, pourquoi on n'envisage pas des annulations de loyer ? À partir du moment où il y a des petites entreprises, des PME, on sait, on a eu des larmes de politique par saut sur les pauvres PME qui ne pouvaient pas s'en sortir, ces PME, elles doivent aussi payer des loyers. Et les propriétaires, c'est qui ? Les PME doivent payer des loyers, elles doivent payer des factures à des très grosses boîtes. Et ces grosses boîtes, est-ce qu'elles ont des problèmes ? Enfin, donc on peut tout à fait envisager les choses différemment, c'est-à-dire plutôt que de rajouter de l'argent par-dessus pour faire tourner toujours le même circuit, qui provoque toujours les mêmes effets,
on pourrait envisager de diminuer l'intensité de la circulation monétaire et ainsi bien définir que certains flux qui vont vers des personnes plutôt en difficulté socialement, économiquement, et qui vont en direction de personnes qui sont plutôt dans des situations de pouvoir et d'accumulation, arrêter ces flux-là. Bon, voilà. Alors ça, c'est pour la partie annulation de dette. Ensuite, il y a la reprise en main sur la création monétaire à la source. Parce qu'aujourd'hui, la source de la création monétaire, ce n'est pas la Banque centrale. La source de la création monétaire, c'est les banques, par le crédit. On est dans un système qui fonctionne à la création monétaire par le crédit. Et donc, je sais pas, juste un chiffre, en Europe, les crédits bancaires, le stock de crédits bancaires, c'est à peu près 15 000 milliards d'euros. Bon, si on arrive à rediriger ces crédits, on peut déjà faire un sacré bon boulot, quoi. Mais par contre, ça suppose de reprendre en main ces institutions. En Belgique, on a lancé une campagne qui s'appelle Belfus est à nous pour dire on a en Belgique une seule banque de taille significative qui est publique et cette banque appartient à l'État. Mais par contre, elle n'a aucun objectif de justice sociale, environnementale, etc. C'est quelque chose qui pourrait être fait. Et une reprise en main sur cette banque réelle, au-delà de la participation publique de type privé, puisque l'État, pour l'instant, se contente de gérer ça comme une participation privée qui fournit des dividendes. Bon, voilà. Aline, je me permets... Ouais, je dois terminer. Oui, c'est ça, c'est gentil. Donc, au-delà de... Donc, le deuxième point, c'était la socialisation des banques. Et puis, il y a également d'autres propositions qui existent à partir de quelque chose d'existant et que vous connaissez très bien, qui est la cotisation sociale, la sécurité sociale. Et ici, dans l'histoire de la sécurité sociale, il y a eu la possibilité de faire des investissements massifs, notamment après la guerre en France. C'est par la cotisation sociale et par les caisses de sécurité sociale qu'ont été financées la construction des CHU, donc les hôpitaux universitaires français. Donc voilà, c'est toute ce que je viens de raconter là, en fait, l'idée c'est de dire aussi que toute cette question de la création monétaire et toute cette question de la monnaie et des banques et de la finance par rapport aux questions écologiques, ça nous oblige à un discours qui soit écologique et social. Ça nous oblige à aller vers des logiques de confrontation d'intérêts, des intérêts que j'ai décrits, je vais pas redévelopper. Certes, ça me paraît moins confortable que d'entrer dans cette logique de confrontation et de reprendre et d'empêcher certains de prendre et de continuer à détruire, etc. C'est moins confortable que de laisser cet appareil de côté et puis proposer qu'on rajoute quelque chose en mieux, et peut-être que ça peut fonctionner, mais je pense que ce n'est pas du tout suffisant et qu'il est absolument nécessaire, peut-être en parallèle, qu'on met en place des propositions qui vont dans cette direction-là, de s'attaquer à la concentration du capital, mais vraiment fort, et d'aller chercher là où les richesses sont accaparées. Voilà, je m'arrêterai. Très bien, merci Aline, merci à tous les trois. Maintenant, on va peut-être laisser André Peters, donc, qui a exposé sa thèse et sa proposition sur le don monétaire en premier, apporter certains éléments de réponse qui ont été émises par Bruno Coleman et Aline Farès pendant 5 minutes, si c'est bon pour vous. Et puis après, on pourra prendre les questions du public. Merci. Merci pour vos réactions. Elles sont parfois secourantes, donc ça fait du bien. Effectivement, je ne pourrais pas répondre à tout ce qui a été dit. C'était tellement vaste, comme vos interventions sont tellement vastes. Je vais prendre quelques points par-ci, par-là. Effectivement, je pense qu'il y a probablement trop d'argent en circulation. Effectivement, l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. Et que je pense il est impossible d'aller le rechercher à l'endroit où il se trouve. S'il se trouve aux îles Caïmans ou dans d'autres paradis fiscaux, il est impossible pour les gouvernements d'aller rechercher cet argent et de le mettre au service de la population. Et effectivement, je pense qu'on aurait pu rajouter dans la liste des éléments qu'Aline a évoqué, on pourrait rajouter effectivement le combat contre la fraude fiscale, qui est absolument immoral. C'est un élément supplémentaire. Donc effectivement, de l'argent, il y en a probablement trop, et trop peu en même temps, parce qu'en définitive, nous ne parvenons pas, les États ne parviennent pas à assumer leur mission.
Alors, de deux choses l'une, effectivement, on a une stratégie de rééquilibrage qui est effectivement la chasse fiscale, la fraude fiscale. On peut aussi augmenter la pression fiscale. Mais disons que là, la pression fiscale aujourd'hui, elle est extrêmement élevée dans nos pays. Je pense que ce serait extrêmement difficile. On pourra faire des shifts fiscaux entre certains, effectivement, faire un certain nombre de shifts fiscaux. Mais effectivement, on se rend compte que la base fiscale est une base qui est extrêmement mobile et donc pour un certain type de revenus et donc sans avant qu'on puisse la taxer. Et donc effectivement, cet élément-là, nous l'avions, enfin je l'avais intégré dans ma réflexion et c'est pour ça qu'effectivement j'ai préféré proposer une solution à partir du don monétaire. Mais je partage cet avis que la structure institutionnelle financière dans laquelle nous fonctionnons est inadéquate. C'est-à-dire que, effectivement, lorsque la Banque centrale émet de la monnaie, elle est obligée de passer par le secteur financier, le secteur bancaire, pour pouvoir mettre cet argent en circulation. Et le secteur bancaire n'a pas d'objectif de bien commun, de biens publics, de services publics, de restauration de l'environnement, etc. Il a une logique qui est uniquement financière. Et on ne peut pas lui demander d'avoir une autre logique que celle-là, ce n'est pas son objet. Effectivement, donc à côté de cet objet commercial, cet objet financier, on peut imaginer un autre objet qui soit un objet consacré à la restauration de notre monde. Et je n'ai pas, pour ma part, je ne pense pas qu'on doive, je dirais, prendre des mesures plus fortes par rapport au secteur bancaire, qui connaît d'ailleurs ces dernières années un certain nombre de difficultés. Mais cet environnement institutionnel, en tout cas, me semble problématique. Ça, c'est certain. Alors, effectivement, dans une certaine mesure, la logique publique, dans une certaine mesure, une grande mesure, la logique publique, la logique du bien commun est prisonnière de la logique financière. En définitive, cette logique financière s'impose à nous à travers toutes sortes de mécanismes, donc que ce soit la répression des déficits publics, par exemple, que ce soit effectivement les normes d'inflation. Donc les États sont tout à fait contraints par cette logique financière et sont soumis à cet endettement permanent. Et donc c'est effectivement la proposition que je fais vise à couper cette logique en disant simplement non, il n'est plus question pour les investissements publics de recourir à l'emprunt. Ce n'est pas moral. Réparer notre planète ne peut se faire avec des mécanismes d'endettement. Il pourrait se faire avec des mécanismes fiscaux, mais l'inconvénient, c'est que ces mécanismes fiscaux sont très largement, je dirais, inefficients. Et donc, par rapport à M. Coleman, effectivement, dans ce qu'il disait, il a une logique de relance de l'économie par effectivement le déficit qui est financé par la Banque centrale. Et en fait, il dit très très bien que, en définitive, ce déficit n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur le plan théorique, il a parfaitement raison. La Banque centrale, c'est notre Banque centrale, et au fond, quand elle crée de la monnaie, mais c'est notre monnaie, et effectivement, on pourrait la mettre au service de l'État. Si vous vous souvenez du cas de la Grèce, la Banque centrale n'était pas à côté de la Grèce pour résoudre ses problèmes budgétaires et financiers. La Banque centrale était du côté du FMI, de la Commission européenne, et imposait à la Grèce un certain nombre de solutions, qui étaient effectivement la régression sociale et effectivement la baisse des salaires et des prestations sociales en Grèce. Et donc là, la Banque centrale, organisme qui provient de l'État, dont l'État grec en partie, en fait, échappait totalement au contrôle démocratique. Et là, c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire, comme Aline, qu'un certain nombre de dettes doivent être annulées. Effectivement, à ce stade aujourd'hui, la Banque centrale, suite au quantitative easing, possède environ pour 3 000 milliards de dettes publiques de tous les États membres de l'Union européenne. 3 000 milliards. Or, on paye des intérêts sur cette dette. Les banques centrales redistribuent leurs bénéfices aux États, parfois, pas toujours. Parfois, elles gardent ces bénéfices en réserve. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais enfin, c'est le cas. Et effectivement, je pense qu'on pourrait très bien dire, puisque nous avons collectivement une dette vis-à-vis de notre banque centrale pour 3 000 milliards, au fond, c'est comme si nous avions une dette de notre poche droite à notre poche gauche. Ça n'a aucun sens, évidemment.
Et donc on pourrait très bien l'annuler, mais pas sous forme d'annulation simple, parce qu'il y a des raisons comptables qui empêchent cette annulation. On pourrait très bien mettre dans le bilan, il circule dans l'économie européenne 3 000 milliards d'euros qui sont là et qui sont la dette de personnes. Et effectivement, ça permettrait aux États de se libérer de cette contrainte que les Grecs ont rencontrée lors de leur crise de dette publique, puisqu'en fait, ils ont été littéralement mis à genoux par la Banque centrale et par les créanciers. Et donc là, ça supprimerait simplement ce pouvoir. Il y aurait donc 3 000 milliards de dettes qui disparaîtraient. Ce serait quand même déjà pas mal. Et cet argent resterait en circulation ad vitam aeternam. Donc ça deviendrait de la monnaie permanente plutôt que de la monnaie temporaire, la monnaie qui circule aujourd'hui. En définitive, pour reprendre l'exemple de M. Coleman, cette monnaie qui circulerait de manière permanente serait l'équivalent d'une monnaie de capitalisation de l'or qui circulait jusqu'au 19e siècle, quand même, c'est pas si loin. Au fond, ce serait la dette, cette monnaie serait la dette de personnes et circulerait et permettrait probablement d'alléger la structure financière de nos pays. Voilà quelques éléments de réponse. Bon, on pourra en discuter, comme disait M. Coleman. Le sujet de la monnaie, c'est un sujet qui est infini, qui est tout à fait passionnant. Et effectivement, on pourra en discuter pendant des siècles. Et d'ailleurs, ça fait des siècles qu'on en parle. Et je pense qu'on en parlera encore pendant quelques siècles. Merci, merci pour ces réponses. Peut-être par déformation professionnelle, mais étant donné que je travaille dans l'éducation permanente et que j'essaye toujours de vulgariser au maximum les mécanismes économiques et financiers, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance économique des participants dans la salle, mais aussi sur le live Facebook. Donc on pourrait peut-être prendre une première vague de questions de compréhension. Il y a pas mal de termes économiques qui ont été avancés, comme la création monétaire par le crédit, la planche à billets, le quantitative easing ou encore les dettes illégitimes. Donc, il n'y a pas de questions bêtes, il y a les points concrets que vous n'avez pas compris. Maintenant, par mesure sanitaire, pour poser les questions, on va demander à chaque personne de s'avancer jusqu'au micro, de poser la question, et alors je la répartirai selon les intervenants. S'il y a des questions via le live Facebook, il y a aussi Baptiste, merci Baptiste, qui nous les fera parvenir. Donc voilà, n'hésitez pas, l'économie n'est pas un sujet réservé aux spécialistes, mais c'est un système dans lequel nous vivons tous. Oui. Donc, merci d'abord pour ce débat très intéressant. Merci pour les angles d'attaque très différents des trois personnes et les tentatives de réconciliation. J'aimerais entendre Bruno sur la proposition d'André, parce que tu as fait un beau descriptif des failles de l'euro et de l'évolution de la politique de banque centrale, ce qui me semble assez intéressant. Ma première question, j'espère que j'en aurai d'autres, est néanmoins pour Aline. Qu'est-ce qui définit l'illégitimité des dettes, en fait? Très bien, c'est une des questions que j'aurais aimé lui avancer aussi. Merci Aline. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que c'est pas le sujet sur lequel je vais pouvoir vous donner beaucoup d'éléments techniques. Mais en gros, l'illégitimité de la dette, et il y a une personne qui pourra peut-être m'aider ici dans la salle pour ajouter quelque chose éventuellement après. Mais c'est un concept juridique en fait, qui a déjà été utilisé par le passé. Et qui, en gros, se fonde, et j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, sur le fait que certaines dettes ont été contractées sans avoir absolument aucun intérêt pour la population, ou bien seulement pour, par exemple, je ne sais pas, prenons un exemple un peu bête, ou pas bête, aller contracter des dettes pour armer l'État qui va se défendre, qui va attaquer sa population, c'est une dette qui peut être définie comme illégitime. Ou aller emprunter de l'argent pour utiliser, ne faire bénéficier ensuite cet endettement qu'à une toute petite minorité de la population, mais ensuite faire peser le poids du remboursement sur l'ensemble de la population, de nouveau, ça peut être qualifié d'illégitime. Voilà. Donc, mais je pense qu'il faudrait aller un tout petit peu plus loin. Et les aspects juridiques vraiment de ce concept, je ne les ai pas forcément. Mais l'idée, c'est celle-ci. Oui, juste avant de prendre les questions du public, je crois que Bruno Coleman veut rebondir sur un mot sur la notion de don. Finalement, on est dans une logique où la mécanique monétaire a déjà été complètement perturbée. Parce qu'à partir du moment où une banque centrale émet de la monnaie en contrepartie d'endettement public,
et que cette dette ne sera probablement jamais remboursée, finalement, elle est donnée. Le seul risque, évidemment, c'est qu'à un moment de l'inflation, si sa quantité est trop abondante. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir. La monnaie créée, on ne peut pas dire qu'elle ne sert à rien, hein. La monnaie, elle sert à quelque chose, elle circule. Parce que si l'État est en déficit budgétaire, c'est parce que l'État reçoit moins de recettes fiscales, on le voit maintenant pour la crise, qu'il y a plus de dépenses sociales, ou de nouvelles dépenses sociales, et donc l'État, dans sa formulation très transitive, fait circuler la monnaie. Puis la monnaie, après, atterrit sur des comptes bancaires de personnes qui en sont les bénéficiaires, et cet argent est recyclé partiellement au travers du circuit bancaire dans d'autres choses. Donc on ne peut pas dire que l'argent créé a disparu ou est dans un coffre, pas du tout. Il devient un flux. Alors, le flux n'est pas assez vivace. Parce que quand on est en période de sous-emploi, les besoins de consommation, la traction que créent nos actions individuelles, qui attirent la monnaie pour la faire circuler, est trop faible. Mais on ne peut pas dire que l'argent a disparu, hein. Si l'État n'était pas intervenu en Belgique ou dans d'autres pays, maintenant depuis 3-4 mois, en mettant en œuvre des allocations de chômage temporaire et d'autres histoires du même type, l'économie se serait encore plus écroulée. Donc l'État a joué son rôle de balise de l'économie, ça c'est incontestable. Qu'on soit de droite, de gauche, du milieu ou d'en haut, c'est certain. Hein. Merci. On va peut-être prendre les questions, je ne sais pas exactement de quel ordre était. Oui, il y avait le monsieur, il y avait aussi quelqu'un derrière. Alors, est-ce que ce sont des questions pour rebondir directement ou alors c'est pour revenir au concept de dette illégitime ? D'accord, ça va. On va prendre cette question et juste après. Merci. Oui, je vous invite juste à aller parler vers le micro, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup. Permettez-moi de me présenter en 17 mots. Mon nom est Paul Grosjean et mon passé professionnel est d'avoir été pendant toute ma vie un expert dans différentes positions dans le domaine de l'agriculture et le développement, surtout dans les pays en développement. Je suis ingénieur agronome et économiste et diplômé en économie agraire et expert à la Banque mondiale, enfin chef de projet, ONG, etc. Beaucoup de... Alors, je dois dire que je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'avoir été à cette question, parce que je crois que j'ai à ce débat, parce que je crois que j'ai une question pour à peu près chacun des trois intervenants. Je voudrais d'abord remercier Henri Coleman de nous avoir si bien résumé ce que je crois Angela Merkel a finalement compris ces derniers temps, c'est-à-dire la différence de statut entre ce que l'euro doit être, est devenu, et ce qu'il était dans l'esprit de ses conseillers financiers. La seconde chose que je voudrais dire, c'est, et j'ai une question très précise à ce moment-là, par rapport au dos monétaire et au système bancaire maintenant, en fait, si le dos monétaire se développe, il va représenter un manque à gagner énorme pour le système bancaire. Ça va faire un gros client du système bancaire qui va réduire sa demande par rapport au système bancaire, c'est-à-dire les États, les investissements publics, etc. Quel est le risque qui est là, qui est en train d'être couru? Il y a don monétaire et je ne pourrais pas vous dire, moi, quel est le pourcentage que les banques dans l'ensemble prêtent maintenant aux États pour des investissements publics ou pour différentes choses, mais il va y avoir là un gros changement. Et enfin, je suis évidemment partisan du don monétaire. Je crois, la seconde chose que je voulais dire, c'est que dans les organismes internationaux où j'ai travaillé, il y a déjà toute une logique de cette appréciation et évaluation et financement de projets qui n'ont pas de finalité monétaire, mais qui doivent quand même rapporter un intérêt, qui ont été développés dans une zone d'ombre de l'économie qui est l'analyse de projets. Il y a beaucoup à aller rechercher de ce côté-là. Et la troisième chose que je voudrais demander particulièrement à
Madame Farès, enfin Aline, pardon, c'est cette question du financement du sol. C'est-à-dire qu'il faut acheter le sol en Europe pour pouvoir le cultiver. Dans beaucoup de pays où j'ai travaillé, le sol n'est la propriété de personne, si ce n'est de la communauté, et il y a des systèmes de land tenure, de gestion du sol, qui sont appropriés au niveau de l'entité publique, je dirais. C'était les autorités traditionnelles, coutumières en Afrique. Mais est-ce qu'il y a une piste qui pourrait être de revenir à une appropriation du sol compte tenu de la capacité de ceux qui l'occupent de continuer à l'occuper pour le bien public? Merci. Merci pour toutes ces questions. On va essayer de les prendre dans l'ordre, à commencer par donc la question sur le manque à gagner pour les banques, du fait que les États... Mais vous posez une question très intéressante, parce qu'effectivement, à partir du moment où la monnaie est à la fois un stock, ce qu'on appelle la monnaie de base ou la monnaie publique, créée par les banques centrales, et en même temps, c'est un flux qui est créé par ce qu'on appelle, je le disais, le multiplicateur bancaire. Donc, un dépôt fait un crédit, fait un dépôt, c'est ce qu'on appelle loans make deposits en anglais. Et donc, si à un moment on arrive à une logique où le stock monétaire grandit et se substitue au flux monétaire, c'est-à-dire que les banques jouent un rôle de moins en moins important dans la création monétaire et les banques centrales de plus en plus, ça va déposséder les banques d'une partie de leur attribut principal. J'avais écrit un livre l'année passée qui s'appelle « Le plan de Chicago », qui avait été inventé par Fisher en 1933, et qui en fait conduit à renationaliser la monnaie. On n'en est pas très loin. Ça veut dire aussi que les banques vont être sous une tutelle publique de plus en plus forte, puisque le droit régalien de battre monnaie est repris par l'État. Donc vous dites quelque chose d'intéressant qui est une tendance que moi je vois. Alors, je ne sais pas quel est l'aboutissement, parce que si toutes les banques sont nationalisées à un moment de fait, pas de jure mais de fait, ben, ça veut dire que seule la Banque centrale crée de la monnaie. Et donc c'est la Banque centrale qui doit décider quel est le niveau d'offre de monnaie qu'elle donne à l'économie selon des critères qui restent à définir. Ce ne serait pas simple, parce qu'on quitterait complètement l'économie de marché, qui est quand même un peu de bon, pour entrer dans une économie soviétique qui n'a pas eu que du bon. Et puis, un petit point sur la troisième question, le droit de la terre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que en fait, le droit de la terre a commencé à être délimité en Angleterre essentiellement au moment des révolutions industrielles, avec toute l'histoire des pendus de Londres. Hein. On pendait les types en dessous des ponts à Londres, ceux qui avaient été maraudés. Et donc, on a commencé à mettre, entre guillemets, des barbelés sur la prairie au moment des révolutions industrielles. Parce que le droit de propriété privée, comme la monnaie, comme la divinité, je ne vais peut-être pas le dire ici, n'existe pas à l'état naturel. Voilà. Merci. Du coup, comme on est toujours sur la question du financement du sol, on va laisser Aline Farès répondre, et alors après, on verra pour la deuxième question à qui on peut l'adresser. Merci. Ouais, je vais faire comme mon voisin, je vais commenter deux questions, si je peux, parce que c'était intéressant. Oui, sur la propriété du sol, mais vous avez tellement raison, en fait, j'aurais dû aller jusque-là dans mon propos, puisque c'est ce qu'on doit viser, en fait, une propriété commune du sol, une propriété d'usage du sol, en fait. Mais de nouveau, on arrive à ce sur quoi je terminais mon propos tout à l'heure, c'est ça exige de la confrontation, parce qu'aujourd'hui, il y a des titres de propriété sur le sol. Et forcément, si vous allez dire au bonhomme qui est propriétaire de telle énorme parcelle de terre cultivable, et peut-être cultivée, à partir de maintenant, ça appartient à la communauté qui vit sur ce territoire, il ne va pas être d'accord, donc il va falloir l'imposer. Bon, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et je pense que c'est, tout comme vous, que c'est vraiment une nécessité et que c'est probablement la voie vers laquelle il va falloir aller. Voilà. Et puis d'ailleurs, la propriété d'usage du sol, elle ne vaut pas que pour la propriété, enfin pour l'usage agricole. Ça vaut aussi pour les constructions de logements et des choses comme ça, bon, où on a la nécessité de revenir à une logique de propriété d'usage, parce que si on veut sortir de tout ce délire de spéculation, d'exploitation du travail des uns pour nourrir les rentes des autres, etc. Pour ce qui est des banques, alors moi, je n'ai pas vu encore que les banques étaient publiques, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interventions publiques qui font que les banques ne se cassent pas la figure. Non, c'est pas ça l'histoire. Mais
je pense que je vois ce que vous voulez dire, mais je pense qu'on peut pas aller. Les Je banques suis certaine qu'on sont peut pas aller si loin. instrumentalisées de plus en plus pour financer la dette publique. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est une réalité incontestable. Donc, je ne dis pas qu'elles sont nationalisées, mais on ne prend pas leur capital, leurs capitaux propres, mais elles sont instrumentalisées pour le financement de la dette. Ok, voilà. Je comprends. Ça, de fait, et on l'a vu avec les dernières injections de la Banque centrale. Mais donc, on est loin d'être avec des entités d'intérêt public, ou en tout cas qui répondent à des logiques publiques, ou même à une propriété publique. Et pour ce qui est du manque à gagner pour les banques, il me semble de toute façon que les banques, elles aussi, sont beaucoup trop grosses. Elles ont des tailles, des proportions qui sont délirantes, qui leur donnent un pouvoir tant économique que politique qui est complètement délirant, démesuré et qui n'est pas souhaitable de garder. Et du coup, s'il y a manque à gagner, il y aura des pertes ou des rentrées financières qui ne seront pas aussi importantes qu'avant. J'ai envie de dire tant mieux, puisque ça permettra d'aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui à mettre des sparadraps par-ci par-là. Ça permettra, je pense aux réglementations qui ont été mises en place depuis 2008 et qui sont presque risibles. Et donc, on pourra sortir de cette logique-là en se disant, OK, les banques perdent de l'argent, puisque leur fonction change, puisqu'elles ne vont plus financer telle ou telle activité, mais vont financer d'autres, puisque leur rentabilité va baisser, puisqu'elles vont se remettre à faire ce qu'elles devaient faire, c'est-à-dire fournir des services de base à la population avec un service bancaire de base accessible pour toutes et tous, etc. Il y aura des pertes, mais la bonne nouvelle, peut-être, c'est que les banques sont très largement endettées. Je parle des très grosses banques ici. 2/3 du financement des grosses banques, c'est de la dette. Elles empruntent. Elles empruntent sur les marchés. Eh bien, s'il y a des pertes, ces pertes peuvent être imputées aux prêteurs des banques qui eux-mêmes vont faire des pertes. Alors vous me direz, oui, mais alors après, c'est l'effet domino, puis on est foutu. Posons-nous la question, voyons voir ce qui se passe. Qui détient vraiment tous ces titres financiers? C'est une minorité de la population. On peut faire le tri, en fait. Donc, il est tout à fait possible de diminuer la taille du secteur bancaire en lui faisant porter les pertes et en faisant porter les pertes nécessaires à cette transition dont on est en train de parler ou qu'on est en train de tourner autour, en imputant les pertes à ceux qui en ont les moyens et qui se trouvent être les créanciers, les actionnaires de ces banques. Après, il y aura des petits moments un peu compliqués parce que le système dans lequel on vit nous a embrigadés dedans et qu'il y a des personnes qui dépendent un peu de ces revenus du capital pour payer des retraites ou une maison de retraite ou les études des enfants. Mais ce n'est pas non plus une grosse partie de la population. Donc voilà, sérieusement, c'est une des pistes les plus intéressantes, je pense, qu'on ait à notre disposition aujourd'hui. Merci Aline pour cette réponse. Peut-être en quelques mots, la réponse donc à la deuxième question qui s'adressait à cette zone d'ombre d'analyse des projets de financement par des ONG voilà, dans des pays en développement. Je ne sais pas lequel des trois est le plus à même à répondre à cette question. Peut-être André qui n'a pas encore pris la parole. Brièvement pour prendre les questions suivantes puisqu'il est déjà 15h30. Merci. Ouais. Donc je voudrais réagir sur les réactions précédentes. Effectivement, par rapport au secteur financier, la notion de don monétaire entre en flagrante contradiction avec le fonctionnement actuel. C'est tout à fait clair. C'est pas du tout la même logique. C'est pour ça qu'en fait, je veux l'introduire comme quelque chose de complémentaire, pas comme quelque chose qui viendrait à la place de. Je ne pense pas qu'on puisse faire évoluer le monde par des révolutions sanglantes, etc. Ce n'est pas du tout mon souci. Je veux obtenir, moi, un résultat tangible sur des projets de transition écologique et donc je pense qu'on peut les financer de cette façon-là. Maintenant, effectivement, par rapport au secteur bancaire, les effets de levier du secteur bancaire vont être fortement diminués. C'est ce que M. Coleman disait par rapport à la théorie d'Irving Fisher. Ici, dans le cas que je présente, on n'est pas du tout à une nationalisation de la monnaie. On est à une co-création de la monnaie par l'autorité publique et par le secteur bancaire dans des proportions qui seront différentes. Il y a 10 ans, c'était la Banque centrale créait à peu près 10% de la monnaie en circulation et le secteur privé créait
90% des moyens de paiement en circulation. C'est le secteur bancaire. Seules les banques centrales et banques commerciales, peuvent créer de la monnaie et toujours par endettement aujourd'hui. Avec le quantitative easing, donc le rachat de titres sur les marchés financiers, donc la Banque centrale a créé de la monnaie, a mis cette monnaie en circulation. Aujourd'hui, le rapport, il est de 30% banque centrale, 70% banque privée. Donc on est encore loin d'un rapport, d'une socialisation, d'un communisme financier ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Et je n'ai pas l'impression que le fonctionnement de l'économie ait été fortement affecté par ces nouvelles matières. Mais effectivement, je pense qu'on est au début d'un nouveau paradigme monétaire, qu'effectivement, aujourd'hui, la Banque centrale ne se préoccupe plus du prix de l'argent, donc du taux d'intérêt, mais se préoccupe, prend comme arme aujourd'hui la masse monétaire. Et effectivement, ce nouvel outil qui est entre les mains de la Banque centrale, donc cette possibilité d'injecter de la monnaie, elle a aujourd'hui, me semble-t-il, il y a une hypothèque qui pose sur cet outil. C'est effectivement, injecter de la monnaie, c'est facile, et M. Clément a souligné, c'est qu'à un moment donné, on risque d'avoir des risques d'inflation, hein, si jamais la Banque centrale devait injecter beaucoup trop, s'il devait faire de la réparation écologique tous azimuts par milliards, par centaines, par milliers de milliards d'euros, ce serait pas mal, on aurait une planète verte et enfin une planète vivante et vivable, mais ça pourrait faire de l'inflation. Alors, qu'est-ce qui est plus important de notre point de vue? Est-ce que c'est plus important d'avoir pas d'inflation et une planète morte, ou est-ce que de savoir un peu d'inflation et une planète vivante? Je vous laisse choisir, je ne vous demande pas de réponse, je suis sûr que je connais déjà le résultat du vote qu'on aurait dans cette salle. Mais effectivement, du point de vue de la gestion de la Banque centrale, il y a un inconvénient, c'est qu'effectivement, la masse monétaire en circulation qui est injectée doit pouvoir être reprise à certains moments. Et il existe des outils pour reprendre cette masse monétaire. Cet outil, c'est l'obligation de constitution de réserves par les banques, de réserves obligatoires. Les banques la Banque centrale a l'obligation, enfin, a la possibilité de dire aux banques qui auraient trop de monnaie en stock, de dire, bah, écoutez, veuillez déposer cette monnaie chez moi, il y a trop d'argent en circulation. C'est un premier outil qui est prévu par la législation aujourd'hui et qui n'est jamais utilisé. Non, il n'est pas utilisé à l'heure actuelle. Un deuxième outil, ce serait simplement que la Banque centrale fasse un emprunt auprès du public, et dire simplement, il y a trop d'argent en circulation, moi, Banque centrale, je vous propose un emprunt, je vous emprunte votre monnaie, et je vous rémunère au taux d'inflation. Ce serait un outil d'épargne populaire qui serait absolument non risqué, qui serait bien meilleur que n'importe quel outil sans risque que vous avez aujourd'hui, parce qu'en fait, y a-t-il meilleur, je dirais, débiteur que la Banque centrale? Mais non, évidemment, le risque de faillite est égal à 0. Et donc là, on peut créer des outils de gestion de la masse monétaire. Ces outils n'existent pas encore, ne sont pas encore bien développés, parce qu'en fait, cette culture de la gestion de la masse monétaire est occupée à se développer, mais je pense qu'on va y aller. Et donc là, je pense qu'on pourrait régler ce problème. Et effectivement, dans ces domaines-là, la concertation entre les différentes parties prenantes, que ce soit la Banque centrale, les États, et le secteur financier et le secteur privé, je pense que ça fait partie de l'ADN des Belges, ça fait partie de l'ADN des Européens, et je pense qu'on peut trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Ça risque de ressembler évidemment à la constitution d'un gouvernement belge, ça risque de prendre du temps, d'être difficile, mais bon, espérons qu'on y arrive. Si vous voulez applaudir, allez-y. Oui, juste une petite précision avant de prendre ces 3 questions. Donc, j'ai l'impression qu'un des thèmes et un des sujets qui revient souvent, c'est de dire les banques centrales injectent des liquidités, mais un des problèmes, c'est que ces liquidités se trouvent piégées sur les marchés financiers, dans les banques, et donc finalement ne desservent pas l'économie. Donc, peut-être, en tout cas, cette question pose question, voilà. Une petite précision, c'est ça, la Banque centrale en fait n'est pas autorisée à financer directement les États. Donc, comment font les États lorsqu'ils sont endettés? Eh bien, ils émettent des obligations souveraines
qui sont ensuite rachetées par les banques commerciales. Et alors, comme les banques commerciales sont celles qui ont un compte chez la banque centrale rachète massivement ces actifs. C'est ça que l'on appelle donc injecter des liquidités. Et donc la logique de la banque centrale, c'est de se dire, en échange de l'achat de ces actifs, elle paye les banques commerciales, ce qu'on appelle en monnaie centrale. Et donc, pour équilibrer leur bilan, les banques pourront en fait octroyer plus de crédits, puisqu'elles auront plus de réserves pour le faire. Et donc, en octroyant plus de crédits, comme on l'a dit, la monnaie est créée par le crédit, alors on relancerait un petit peu la croissance économique. En tout cas, c'est la logique qu'il y a derrière. Maintenant, pour les questions, il y avait donc monsieur avec le suite du Hard Rock en premier, et il me semble qu'il y avait 2 autres mains levées. Bonjour, je vais aller dans la continuité aussi me présenter en quelques mots. Donc du coup, moi je ne suis personne et je ne comprends pas grand-chose à tout ce qu'on dit ici. Mais du coup, je voulais d'abord vous remercier de démocratiser le savoir ici, parce que je ne veux pas utiliser vulgariser, parce que ça donne l'impression qu'expliquer c'est moche, ce qui n'est pas le cas. Du coup, ma question c'était, j'ai tout de même l'impression, je remets en contexte avant de la poser, j'ai tout de même l'impression qu'on est dans une crise démocratique, à savoir qu'il y a moins de confiance en le politique, tout ce qui va avec. Il y a aussi une crise démocratique à laquelle s'ajoute une forme d'euroscepticisme qui est grandissant un petit peu partout. Ce qui fait que depuis le début, ici, on parle de Banque centrale européenne. Et je vais donc aller dans la continuité des questions. Et Monsieur Coleman, vous avez déjà répondu partiellement à la question, mais je vais aller plus loin. À savoir maintenant, aujourd'hui, quelle est la légitimité finalement d'une banque centrale européenne, sachant que les discours parfois d'extrême droite et certains autres discours d'ailleurs tendent à rappeler que c'est une perte d'une fonction, enfin de la souveraineté, que c'est une perte d'une fonction régalienne. Et donc, comment est-ce qu'on répondrait à tous ces gens qui se posent la question de pourquoi il existe encore une banque qui prend toutes ces attributions, qui oblige à créer des mécanismes finalement pour pouvoir avoir son propre argent à un État? Et finalement, quelles sont les entraves juridiques et qui permettent à plus de citoyenneté et à plus de souveraineté? Merci. Je peux peut-être répondre à cette question parce que c'est une question interpellante. Les banques centrales n'ont pas toujours existé. Il y a d'abord eu la monnaie et puis des banques centrales. Et en fait, les banques centrales sont nées parce qu'il fallait donner un attribut de confiance à la monnaie. C'est ça l'histoire. La Banque centrale américaine, par exemple la Federal Reserve, a été créée en 1913. Avant, des banques commerciales émettaient des dollars, mais en fonction du risque des banques qui les émettaient, le dollar n'avait pas le même pouvoir d'achat. Donc c'est un attribut de confiance publique. Et parfois, pour être sûr, on met un peu de divinité. On met « in God we trust » sur les billets américains pour se convaincre que tout ça relève du divin. Mais donc c'est ça l'histoire, c'est que si à un moment on perd la confiance dans la monnaie, quand la monnaie meurt parce que l'État n'y est plus associé, que les monnaies redeviennent privées, ça crée un problème d'absence d'investissement et de thésaurisation. Si vous n'avez plus confiance dans la monnaie, vous n'allez pas investir à long terme. Parce que vous allez vous dire, ou vous n'allez pas mettre de l'argent sur un compte pour une dépense demain. Parce que vous allez vous dire, mais qui me dit que cette monnaie va encore exister? Donc il faut un attribut de confiance. Mais ça ne répond pas à votre question. Votre question est de savoir, mais quelle est la légitimité démocratique d'une banque centrale? Et en fait, parce qu'on l'a voulu indépendante de tout pouvoir politique, on l'a dépouillée de tout contrôle démocratique. Beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Parce que le président de la Banque centrale européenne, il doit, je crois, une fois par an au Parlement faire un Q&A, comme on dit, assez lapidaire. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Il y a une commission, je crois, du congrès ou chambre, ou je ne sais plus, enfin, en tout cas, où il faut s'expliquer. Donc, il y a une interférence politique beaucoup plus forte. Oui. Merci pour cette réponse. J'aimerais laisser aussi Aline Farès rebondir, puisque une des idées que vous avez émises tout à l'heure, Aline Farès, était justement sur s'interroger sur la légitimité de la Banque centrale sur laquelle on n'exerce finalement aucun contrôle démocratique. Mais je voulais surtout dire qu'effectivement, sans vraiment répondre complètement à la question, mais je trouve que c'est très important de mentionner qu'effectivement, le sujet de la Banque centrale européenne et son rôle est très largement repris par des personnes d'extrême droite qui développent ces idées-là, qui les font circuler, qui font du coup
Enfin, ce qui se passe beaucoup sur Internet, c'est que quand vous cherchez des explications sur la Banque centrale ou sur les banques, vous tombez assez facilement sur des gens d'extrême droite qui apportent des explications. Et certaines sont quand même pas si mal. Et puis, alors, à chaque fois, ça termine mal. Et ça aboutit à des discours dégueulasses. Et puis ensuite, vous êtes renvoyé vers des pages qui développent toutes leurs idées au-delà de la monnaie. Et donc, je pense que c'est super important de mentionner ça et puis de dire aussi que c'est un champ de compréhension, de débat politique, de débat public, de réflexion populaire qu'on doit investir en tant qu'écologiste, en tant que force de gauche, etc. Je voulais juste dire ça. Merci pour ta réponse. Pardon pour votre réponse. Il me semble qu'il y avait d'autres mains levées, dont une dame juste ici. Oui. On va essayer d'avoir un peu de parité également dans les questions. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci pour vos interventions. Donc moi, je suis conseillère politique de Barbara Tract, qui est secrétaire d'État en région bruxelloise à l'économie, à la transition économique, pour être plus précis. Et je m'interrogeais sur les monnaies complémentaires, parce qu'on n'en a pas parlé. Quel est votre avis sur le rôle que ces monnaies peuvent jouer, surtout dans le contexte actuel de crise? Voilà. Sur les monnaies complémentaires, je vais laisser... alors, André Peters a l'air de vouloir prendre la parole, mais en tant que travailleuse chez Financité, je me permettrai aussi d'ajouter une touche, puisque c'est un de nos sujets principaux. Oui, donc le groupe international avec lequel je travaille, donc les éconologistes, parle effectivement de monnaie complémentaire, et la proposition de don, c'est une proposition qui est complémentaire au système actuel. Donc, en définitive, on peut voir ce mécanisme comme étant une monnaie complémentaire, mais qui s'appelle l'euro. Et donc, bien souvent, ce qu'on entend par monnaie complémentaire, c'est faire circuler localement, sur des territoires particuliers. Ici, j'imagine que ce serait en région bruxelloise, une monnaie comme la ZIN, enfin, j'imagine que c'est quelle est celle-là. Alors, effectivement, dans les monnaies complémentaires, je pense que c'est un excellent outil. Alors, il y a quelques années, j'étais un peu sceptique par rapport aux monnaies complémentaires. Aujourd'hui, j'en suis un fervent partisan, parce qu'effectivement, la monnaie, c'est un symbole, c'est un lien, c'est ce qui fait lien entre une communauté. Et si une communauté désire avoir sa propre monnaie, je peux le comprendre. Du point de vue technique, aujourd'hui, les monnaies complémentaires, on devrait plutôt les définir comme étant des substituts monétaires, puisqu'en définitive, si vous créez un ZIN, vous devez mettre en stock 1 euro, et donc en fait, vous créez une monnaie, c'est un substitut de la monnaie, plutôt qu'une vraie monnaie en tant que telle. Et donc la question qui se pose pour les monnaies complémentaires, c'est est-ce qu'il y aurait moyen de créer des monnaies complémentaires locales en supprimant cette obligation de réserve de 1 pour 1. C'est effectivement, alors on arrive à un processus vraiment de création monétaire locale qui peut être affecté à des objectifs particuliers, donc généralement des objectifs publics ou des objectifs de développement économique locaux, etc. Et donc je trouve que ça a beaucoup de sens, d'autant plus qu'il y a une reprise de la question monétaire dans le débat démocratique, puisqu'en définitive, les gens qui sont proches des monnaies complémentaires s'interrogent sur les mécanismes monétaires et donc s'approprient ce mécanisme et très rapidement se reposent des questions que les banquiers se posaient au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle. Et donc je trouve que c'est vraiment une proposition qui est très intéressante. Je serais d'avis, moi, personnellement, que l'on développe beaucoup plus les monnaies complémentaires, mais en les encadrant aussi. Parce que la question, ce que Bruno Coleman disait par rapport à la confiance, c'est qu'effectivement, ce qui fait qu'elle ne fonctionne pas toujours, c'est effectivement qu'il y a un aspect de confiance qui n'est pas présent dans ces monnaies, et que les monnaies comme l'euro, enfin l'euro ou le dollar, mais par exemple la monnaie argentine, par exemple, en Argentine, c'est le peso. Peso argentin. C'est le peso, voilà, il n'y a plus aucune confiance, et cette monnaie est en voie d'évaporation. Mais effectivement, c'est un sujet de réflexion très intéressant et qui permet aux citoyens de récupérer à une échelle plus proche la question de la création monétaire.
Donc je me permets de répondre puisque voilà, je travaille avec des monnaies locales citoyennes tous les jours. Je tiendrai à formuler donc ma réponse rapide puisque j'ai vu qu'il y avait encore d'autres questions et que l'heure de fin approche. Tournure de phrase un peu dramatique, mais voilà, c'est le cas. Donc 2 phases pour ma réponse. Premièrement, nous insistons beaucoup puisque André Peter, vous avez parlé de la ZIN notamment. Chez Financité, donc nous appelons ça des monnaies locales citoyennes avant d'être complémentaires, c'est-à-dire qu'elles sont créées et gérées par des collectifs citoyens. Donc dans la pratique, comment ça marche sur un territoire ou un bassin de vie, si on prend le cas de la ZIN, donc c'est dans la ville de Bruxelles, dans plusieurs communes, il y a des citoyens justement qui se rencontrent et qui s'associent, alors qui s'interrogent en général sur justement le rôle de la monnaie, c'est des personnes qui sont en général intéressées par la transition écologique et sociale, puisque l'idée c'est que ces monnaies soient utilisées par des citoyens dans des commerces qui favorisent la transition. Donc c'est des commerces qui proposent des produits locaux, des produits bio, des produits éthiques. Et donc en fait il y a un effet de levier. Cet effet de levier que l'on mentionne rarement et que les gens n'ont pas toujours en tête, c'est le fait que si moi je veux aller échanger mes euros contre des ZIN, je vais donc dans ce qu'on appelle un comptoir de change. C'est un des commerces partenaires qui peut faire ce changement. Et en fait, ces ZIN sont placés sur le compte d'une banque éthique et durable. Actuellement, c'est la banque Triodos. Donc en fait, c'est les euros, excusez-moi, oui, les ZIN servent à circuler dans l'économie. Et donc ces euros sont placés sur le compte d'une banque éthique et durable, Triodos, comme je viens de le préciser. Et donc en fait ces euros sont capturés et ne serviront pas à alimenter d'autres choses comme la spéculation financière, etc. Et alors la deuxième partie, c'est que ces monnaies locales ont vocation de relancer l'économie locale. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec l'intérêt de certaines communes qui se posent la question de finalement comment relancer l'économie de leur commune et de leur ville. Et donc, elles s'intéressent aux monnaies locales puisque ça permet de capturer l'argent sur un territoire et donc de faire circuler la richesse plus vite. Voilà. Il y avait donc 2 autres questions. Je pense que la personne, excusez-moi, juste derrière était avant. Et je ne vous entends pas avec le masque. Ce serait juste en rapport à ceci, un mini-rebond pour André Peter. D'accord. Ok, alors peut-être vraiment rapidement, en 1 minute, excusez-moi, et après on prendra juste votre question avant de clôturer. Merci. Bonjour André Peters. Bonjour, excusez-moi. Je vais faire très court. Vous avez dit, Monsieur Peters, qu'il ne s'agissait pas de création de monnaie locale, mais de substitut. Or, Madame Tétart, ici, nous dit que contre un ZIN, 1 euro sera immobilisé chez Triodos. Donc on a un ZIN qui va circuler, et 1 euro qui circulera chez Triodos aussi, donc qui va servir des 2 côtés. Est-ce qu'on ne peut pas de nouveau parler de création de monnaie? Merci. Oui, dans cette échelle-là, oui, effectivement, on peut parler de création de monnaie dans cette échelle-là, qui est... voilà. C'est une... Remarque très pertinente. Donc, on va prendre l'autre question, et merci pour la rapidité. Bonsoir à tous et toutes. Merci aussi pour les interventions. Donc, je m'appelle Jérémy, je milite au CADTM. J'aurais peut-être dû essayer de le faire plus tôt, mais je n'ai pas réussi. Pour juste définir des 4 concepts de dette qui ne sont pas des catégories qui s'excluent entre elles, mais juste des mots qui veulent dire des choses différentes, dont la dette illégitime avec laquelle je terminerai. Il y a d'abord la dette insoutenable qu'on conçoit plutôt comme une dette qu'il faudrait arrêter de payer à un moment où ce paiement empêche de rencontrer les besoins fondamentaux de la population. On a pu le faire pour certains pays à certaines époques. On aurait dû le faire avec la Grèce, je pense. Il y a ce qu'on appelle la dette illégale, qui est alors là un concept assez simple. Un exemple, c'est la Norvège qui, en 2005, a audité une partie des créances qu'elle avait faites à d'autres pays, comme Équateur, Sierra Leone, Pérou, et qui s'est rencontré que dans les contrats qui étaient conditionnés à ces prêts, il y avait des achats de matériel norvégien qui étaient illégaux. C'est assez simple. À ce moment-là, la loi elle dit que ce n'est pas légal, donc on peut envisager d'annuler cette dette. Il y a la dette odieuse, qui, elle, est beaucoup plus reconnue en droit international que la dette illégitime. Et elle est utilisée pour les exemples que Aline a donnés, quand la dette a été utilisée contre la population. Donc pas seulement, pas dans l'intérêt de tout le monde, mais directement contre. Exemple typique, le financement de dictatures. Voilà, même s'il y a eu très peu d'annulations de ce type-là, il y en a eu. Et la dette illégitime, du coup, c'est un concept qui est beaucoup plus vaste, selon moi, et qui est plus politique que technique. Je vais donner 2-3 exemples.
L'idée, c'est de se dire, en effet, est-ce que cette dette-là a été utilisée pour l'ensemble, l'intérêt de l'ensemble de la population ou pas? Et donc, on peut se demander à qui on a emprunté, est-ce que c'était nécessaire, est-ce qu'il y avait d'autres options, à quel prix on a emprunté et à quoi a servi l'argent. Et donc, dans des exemples, la ville de Liège, par exemple, qui à un certain moment a payé des taux d'intérêt de plus de 10%, certaines personnes diront ça pourrait ou ça aurait dû être considéré comme une dette illégitime, et d'autres qui diront non, c'était tout à fait légitime parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Une dette d'hôpital, certaines personnes diront les emprunts ont été utilisés pour financer du matériel high-tech dont on n'avait pas besoin, et d'autres diront si, c'est une dette légitime parce qu'on avait besoin de ce matériel. Et peut-être, je voulais utiliser un autre exemple que j'ai perdu, c'est pas grave, on s'en fout. Mais donc ce truc de dette légitime, illégitime, pour moi, c'est pas un concept technique et encore moins scientifique, c'est un concept politique qui doit être débattu au cas par cas et qui ne l'est pas. Enfin, la plupart du temps, c'est ça la proposition en fait de faire des audits, c'est juste de dire qu'il faut débattre d'où vient l'argent, à quoi il a servi, et pas de dire que X% sera nécessairement légitime ou légitime aux yeux de la science. Non, c'est un concept et un débat qui est politique. Voilà. Merci. Étant donné que le débat va devoir se clôturer, puisque à 16h nous devons être sortis, je vais me permettre d'essayer de synthétiser un petit peu tout ce qui a été dit, même si c'est un défi. Mais en tout cas, il y a plein d'idées intéressantes qui ont été portées. Donc je rappelle que la question principale du débat, c'était vraiment comment peut-on tourner l'art monétaire au profit du bien commun, de l'intérêt général, de la transition écologique, plutôt qu'au profit de la finance. Et donc, pour faire ceci, nous avons eu plusieurs pistes de réponse. La théorie d'André Peters sur le don monétaire. Donc, si je comprends bien, il s'agit de créer une monnaie permanente que les banques centrales pourraient financer directement les institutions publiques ainsi que les États, avec une condition, c'est-à-dire avec la condition que ce soit pour financer la transition écologique et pour que ce soit pour de l'investissement dans le bien commun. Ensuite, M. Coleman nous a expliqué, lui, que un des problèmes de l'euro, c'est que c'était une monnaie qui avait été plutôt basée sur le capital et donc sur la thésaurisation, et qu'actuellement, en fait, on avait besoin donc de relancer la croissance par l'emploi et que l'euro devait circuler plus pour favoriser le facteur travail. Et alors, Aline Farès nous a expliqué qu'il y avait trop de capital. Je pense que c'est indéniable. On est arrivé à des chiffres astronomiques qui, pour nous, au final, comment s'imaginer ce que représente 3 000 milliards enfin, ce sont plein de chiffres avec des zéros, mais on ne se rend même pas compte de la quantité d'argent qui est en circulation. Et donc, une hypothèse de détruire le capital, donc détruire les dettes illégitimes, ou de reallouer ce capital à des investissements écologiques, c'est aussi une possibilité. On voit dans les interventions du public, donc certaines sur les alternatives monétaires, comme les monnaies complémentaires, monnaies locales citoyennes complémentaires actuellement, ou alors la question de la démocratie et de la légitimité. Et j'ai envie de dire que, c'est d'ailleurs une citation d'André Peters, quand il y a débat, comme aujourd'hui, c'est qu'on est en démocratie, donc c'est super positif. Aussi cette question de se réapproprier la monnaie, l'argent et la finance en général. Chez Financité, c'est une de nos axes d'action, en fait, que les citoyens et citoyennes se sentent légitimes de se poser des questions sur le système financier. C'est d'ailleurs assez intéressant, puisque dès qu'on est en animation avec des citoyens, la première chose que les gens disent, en fait, et vous l'avez même fait certains d'entre vous en posant une question, c'est « je tiens à dire, je ne suis pas spécialiste ou je ne suis pas expert, je n'y connais rien en finance », alors qu'on entend plein de gens débattre sur les réchauffements climatiques ou maintenant sur le coronavirus, et ils ne sont pas virologues ni climatologues pour autant. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à s'approprier l'économie et la finance. On utilise tous de la monnaie tous les jours, on va chercher de l'argent à la banque, on demande des crédits pour des crédits hypothécaires. Donc voilà, c'est des questions qui nous concernent, et j'insiste là-dessus, qu'il faut vraiment démocratiser plutôt que vulgariser, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai que ce système de dette dans lequel nous sommes face à une problématique finalement un petit peu sans fin, on en a l'impression, puisque la règle, en tout cas en Europe, c'est que les pays ne peuvent pas s'endetter à plus de 60% de leur PIB, ce qui est actuellement presque impossible puisqu'ils sont déjà endettés et qu'ils doivent investir massivement dans deux choses, dans la reconstruction post-épidémique et dans la transition écologique. Donc il faut dans tous les cas poser cette question de dette qui entraîne en plus une rigueur et une austérité budgétaire. C'est ce qui s'est passé avec la Grèce. Maintenant, il y a aussi la question un petit peu idéologique de se dire, et maintenant, si on disait qu'être endetté, c'est pas grave et que de toute façon, annulons toutes ces dettes, alors les pays qui sont en austérité et en rigueur budgétaire depuis des années et qui ont dû faire plein de coupes sociales,
je pense que ça serait un petit peu douloureux d'entendre ça, même si je pense aussi que c'est nécessaire. Donc voilà, ce n'est pas un sujet facile, mais j'espère qu'il y aura des mesures qui seront prises autant par les gouvernements qui seront à la hauteur de la transition écologique et surtout des aides sociales, puisque les inégalités sociales aussi ne font que se creuser. Et donc nous sommes face à un monde qui a besoin de changements positifs. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre attention et aux intervenants.